de sa présence cet après-midi. Donc, Madame Ouellette, si vous voulez venir. Donc, Madame Ouellette va faire son allocution pendant un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Puis ensuite, on aura une période de questions-réponses pendant une dizaine, une quinzaine de minutes. Donc, on peut applaudir Madame Ouellette si vous le souhaitez. Mais merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Puis vous me permettrez de saluer plusieurs personnes. J'aimerais saluer dans la salle, mais j'aimerais en saluer deux en particulier, Monsieur Lapointe et Monsieur Simard, pour le travail qu'ils ont réalisé dans les dernières années dans le secteur minier. Donc, vous savez, le secteur minier, c'est un secteur du développement économique très important au Québec. On parle de 2,6 du PIB et on parle de 25 des exportations du Québec. C'est 16 000 emplois directs et un peu plus de 40 000 emplois, surtout dans les régions qu'on appelle les régions ressources. Donc, c'est de dire que tout l'impact que ça a en termes de développement économique. Concernant le développement économique, je pense qu'il faut revoir notre façon de faire du développement économique. On ne peut plus aujourd'hui, en 2013, faire du développement économique comme on le faisait il y a 20 ou il y a 30 ans. Les citoyens ont accès à une information extrêmement diversifiée, à une information experte en un clic de souris. Les citoyens sont maintenant connectés partout sur la planète. Et je pense que les différents acteurs du développement économique, il faut qu'ils prennent en considération cette nouvelle réalité-là. C'est pour ça que le développement économique doit se faire beaucoup plus en accompagnement avec les communautés, dans un meilleur respect de l'environnement. Et les citoyens demandent aussi qu'il y ait plus de retombées économiques collectives. Oui, des retombées économiques privées, quand l'entreprise privée, là, c'est juste normal, mais aussi des retombées économiques collectives. Et c'est dans cette perspective-là que le nouveau gouvernement veut continuer à développer les mines du Québec. Il est très clair qu'avec les prix des métaux que nous connaissons actuellement, vous savez, moi, j'ai travaillé dans mon autre vie, avant d'être députée et d'être ministre, j'ai travaillé 10 ans, 18 ans chez Hydro-Québec, mais 10 ans avec l'ensemble des grandes entreprises industrielles du Québec, dont les mines. J'ai travaillé avec elles en recherche-développement, j'ai travaillé au niveau de l'efficacité énergétique de leurs procédés, j'ai visité là, plusieurs mines du Québec. Et le contexte a beaucoup changé. Quand je travaillais avec les mines en 2000, l'or était autour de 300 $ l'once. L'or est aujourd'hui à 1670 $ l'once à peu près. Donc, imaginez. Une grosse augmentation des prix. La même chose avec le fer. Les mines de fer, en fait, la mine de fer qui était Québec Cartier Mining, qui est maintenant ArcelorMittal, 30 $ la tonne. Aujourd'hui, 150 $ la tonne. Donc, les prix des métaux ont vraiment évolué, ont évolué en fonction des marchés. L'or, c'est la valeur refuge. L'acier, le nickel, c'est en fonction... Le fer, le nickel, c'est en fonction du marché de l'acier, qui est le marché de la construction, particulièrement en Asie, en Chine et en Inde, avec les taux de croissance qu'on a connus en Chine dans les dernières années. C'est sûr que la croissance de la Chine n'est plus 10 %, ce qui était il y a 2-3 ans. Mais elle reste encore autour de 7 % et c'est ce que prévoient les différents économistes. Donc, à 7 % ça construit encore beaucoup et on a beaucoup besoin d'acier. Donc, ce sont des prix qui devraient se maintenir dans le temps, donc des perspectives extrêmement intéressantes pour les minières. Et c'est dans cette perspective-là qu'on veut travailler en collaboration avec les minières, en accompagnement en amont des projets, tant avec les entreprises minières qu'avec les communautés. Et nous voulons nous assurer qu'il y ait plus de retombées économiques locales. Nous voulons nous assurer d'un meilleur dialogue avec les communautés. Et pour ça, bien, on va mettre en place différentes mesures. Donc là, vous savez que je vais déposer en début de session parlementaire une nouvelle loi sur les mines. Je pense qu'au Québec, on a fait un débat déjà depuis plusieurs années sur la loi sur les mines. Il y a des consensus qui se sont établis. Donc, nous allons travailler à partir des consensus déjà établis. Vous avez vu cette semaine, j'ai lancé hier j'ai déposé le nouveau règlement pour consultation pour mettre la garantie financière à 100 % pour l'industrie minière. Et ça, je pense que ça faisait un petit bout de temps qu'on aurait dû faire ça au Québec. C'était possible de le faire par voie réglementaire et c'est ce que nous avons fait dès que le projet de règlement a été prêt. Donc maintenant, les minières devront garantir 100 % de leur plan de restauration et de réaménagement. Et le plan de restauration et de réaménagement devront inclure pas seulement le parc à résidus miniers, mais l'ensemble du site minier. Donc, toute une différence et nous pensons qu'il était temps au Québec qu'on s'assure de ne plus avoir de nouveaux sites miniers orphelins.
Donc, avec ce nouveau règlement-là, lorsqu'il sera adopté, 100% de la garantie financière sera garantie par les mines. Et vous savez, c'est une pratique déjà, deux minières au Québec ont volontairement mis en application cette pratique-là. Il y a la minière Osisko à Malartic et la minière Tata Steel pour son projet DSO dans le bout de Schefferville. Donc, je pense que c'est le temps qu'on mette à jour le règlement et de faire en sorte de s'assurer de ne plus avoir de sites miniers orphelins. Donc, ça se retrouvera également dans la loi, mais déjà, le règlement est déposé. On veut s'assurer aussi, pour travailler en amont des projets, il y a des conditions. Si on veut travailler avec les communautés, en amont des projets, il y a des conditions de base. Des conditions de base, ce sont quelles conditions? Ce sont la transparence, la connaissance, l'information. Et une des façons de faire ça, c'est de faire des consultations publiques. Donc, nous voulons nous assurer que pour chacun des projets miniers, il y ait des consultations publiques. Et on a un organisme au Québec, un organisme qui est neutre, qui est indépendant et qui a une crédibilité pour mener ces consultations publiques-là. Et ça s'appelle le Bureau d'audience publique en environnement. Donc, pour chaque projet minier, il y aura un bureau d'audience, une consultation publique via le Bureau d'audience publique en environnement. Dans la nouvelle loi sur les mines aussi, nous voulons mettre en place un comité de suivi de maximisation des retombées économiques. Pour chaque mine, comité de suivi qui va permettre de suivre les différentes conditions environnementales qui auront été recommandées et exigées par le gouvernement, mais aussi de maximisation des retombées économiques. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, dans certains cas, surtout lorsque ce sont des multinationales internationales, elles ne connaissent pas le tissu industriel, le tissu économique des localités, des régions, et de faire en sorte de maximiser les emplois, de maximiser les contrats et les sous-contrats au niveau des entrepreneurs locaux et régionaux. Ça fait toute une différence pour le tissu social de la région. Donc, on trouve que c'est important de pouvoir mettre ça en place. Ensuite, très clairement, nous allons aussi intégrer, et là, je vais faire une plus grande parenthèse, tout le volet de la transformation. La transformation crée de 3 à 4 fois plus d'emplois que la simple extraction. La transformation permet de structurer toute une économie et nous souhaitons augmenter la transformation au Québec. Et c'est drôle, parce que je me suis fait dire par le précédent gouvernement, par l'ancien ministre délégué aux Mines, que d'exiger de la transformation, ça appauvrirait le Québec. Je peux vous dire que le nouveau gouvernement ne pense pas du tout de la même façon. Nous pensons que de demander de la transformation va enrichir l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Pourquoi? Parce que la transformation permet de créer toute une chaîne de valeur. Je vais vous parler de 2 domaines, ça n'empêche pas qu'il pourrait y en avoir d'autres, mais je vais vous en parler de 2 en particulier. La question du lithium. Vous l'avez vu dernièrement, il y a eu une annonce de Nemaska Lithium qui va faire une usine de transformation à Valleyfield. Il y a des mines de lithium qui sont possibles au Québec. Si nous pouvions faire l'extraction du lithium au Québec, la transformation à Valleyfield dans un matériau qui est ensuite acheté par Fostec. Fostec, une entreprise déjà existante qui est située à Candiac, qui fabrique un matériau qui rentre dans la fabrication de batteries électriques. Nous avons aussi au Québec Batium qui fabrique des batteries électriques et on pourrait même rêver de dire que ces batteries-là pourraient être installées dans des voitures électriques où l'assemblage des composantes électriques pourrait se faire au Québec. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous avons toute une industrie émergente des composantes électriques au Québec et si nous pouvons soutenir cette industrie-là via les mines du Québec et faire toute une chaîne de valeur, ça, je pense que c'est gagnant pour le Québec. Fait que pour les minerais à valeur ajoutée, les minerais plus nouveaux, mais même dans les minerais traditionnels, comme le fer et le nickel, il est possible de faire plus de transformation. Nous sommes réalistes. Ce n'est pas 100% du minerai extrait du Québec qui sera transformé au Québec. Toutefois, entre ce qui est transformé actuellement et 100%, nous pensons qu'il y a beaucoup de place à amélioration. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai rencontré plusieurs minières depuis que je suis ministre des Ressources naturelles et elles le savent que je suis intéressée à la transformation. Et toutes m'ont parlé de projets de transformation et d'initiatives qu'il pouvait y avoir. Et même dans le fer, il y a des minières qui m'ont proposé de cofinancer des études pour voir quel créneau on pourrait cibler au Québec de transformation qui pourrait, à ce moment-là, être en lien avec notre industrie manufacturière. Nous avons une industrie manufacturière, je pense, en particulier, mais il y a d'autres volets à l'aéronautique. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas, au Québec, à partir du minerai extrait au Québec, créer une industrie de transformation qui pourrait renforcer et donner une position concurrentielle à notre industrie aéronautique? Ça, c'est toute une chaîne de valeur que nous pourrions créer. Donc oui, pour la transformation, mais je dois vous l'avouer, pour faire plus de transformation au Québec, ça prend vraiment une volonté politique, parce que le laisser-faire, la transformation ne se fera pas au Québec si c'est la politique du laisser-faire qui est appliquée.
Ensuite, il y a aussi toute la question des redevances. Donc, vous avez vu aujourd'hui, l'annonce a été faite, le colloque sur les redevances se tiendra le 15 mars et un document de consultation sera déposé au début mars. Pourquoi nous voulons revoir le régime de redevances? C'est pas juste pour le plaisir, là. Il y a encore, l'année passée, 9 mines sur 20 qui n'ont payé aucune redevance au Québec. L'année précédente, il y avait 10 mines sur 19 qui n'avaient payé aucune redevance en 2010. Et en 2010, il y a 3 millions de tonnes de fer qui sont sorties du Québec à 0 cent la tonne de fer. Moi, je n'ai pas connu ça à l'époque de Duplessis, là. Mais je me rappelle là, de la scène de la tonne de fer, qu'on trouvait ça bien épouvantable, là. Mais 0 cent la tonne de fer, 3 millions de tonnes de fer. On pense que ce n'est pas acceptable. On pense qu'il faut changer la formule. Et c'est sûr que dans la loi sur les mines, ce sera le principe qui pourra être dans la loi sur les mines. Toutefois, les modalités, ça va être dans un deuxième volet parce que c'est la loi sur l'impôt minier qu'il faut toucher. Donc, ça vous donne une idée, cette nouvelle loi-là sur les mines qui devra être déposée. Et dans cette nouvelle loi-là, on va aussi ajouter un nouvel aspect. Et ça, je n'ai pas eu vraiment l'occasion d'en parler encore, c'est le ministère des Ressources naturelles. Ceux qui suivent les colloques qui sont organisés, comme Québec Mine, qui a été organisé à l'automne passé, fait des travaux. Identifie un territoire où il pense qu'il y a le plus de potentiel en fonction des différents indicateurs et travaille les indicateurs pendant plusieurs mois pour arriver à de la valeur ajoutée sur ce territoire-là. Et lorsque les travaux sont diffusés, ont été diffusés, je ne me rappelle plus si c'était 9 h ou 10 h le matin du colloque, bien, en dedans de 15 minutes, il y a plus de 500 claims qui se sont pris. Donc, on pense que vraiment, le ministère a créé de la valeur ajoutée et que pour ces territoires-là, très spécifiques et quand même restreints, on voudrait essayer de mettre de la mise aux enchères. Je pense que ça serait une façon de voir la valeur des claims sur des territoires où il y a plus de travail qui a été effectué. Donc, tous des éléments qui seront dans la nouvelle loi sur les mines. Il y a aussi un élément qui a été discuté beaucoup dans les dernières années, que sont les zones d'exclusion. Donc, nous sommes d'accord avec le principe des zones d'exclusion avec les municipalités. Toutefois, ce qui avait été proposé dans le projet de loi 14 en termes d'application, il y avait beaucoup de zones d'ombre et c'était très difficile d'application. Ce que nous avons fait, nous avons mis un comité de travail sur place qui regroupe l'UMQ, la Fédération des municipalités du Québec, qui regroupe Québec Meilleure Mine, l'UPA, qui regroupe c'est ça, l'AMQ et l'AMQ. Et ce comité de travail-là nous a déposé des recommandations. Il est en train de terminer le travail pour être capable d'articuler une proposition concrète, applicable, facile d'application concernant les zones d'exclusion.